C'est la rentrée et on a plein de choses à vous raconter. Alors, pour cette table ronde, on va parler de tests unitaires, de MAUI, de Windows Subsystem for Linux, de la vérité sur l'IA, la masterclass de Sonos. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, saison 3, épisode 53. Bien, écoutez, bonjour et bienvenue pour ce 53e épisode de DevDevDev.net. C'est le premier épisode de notre troisième saison déjà, après cet été long et studieux. Et pour m'accompagner pendant cet épisode, j'ai la chance d'avoir Laurent Campé, bonjour. Bonjour Richard, salut tout le monde. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie et team leader Distinguished Solution Architect chez Innoveo. T'as passé de bonnes vacances? Ça va? Tout va Ouais, bien? ouais, très Bon. bonne. Ensuite, j'ai Gérald Debarré, notre franco-québécois préféré. Bonjour. Salut tout le monde. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2020 et auteur du blog mesiantou.net. J'ai également Michel Perfetti, bonjour. Bonjour. Garagiste de son état, mais également Microsoft MVP, depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure et les technologies DevOps et CTO chez Selenza. J'ai également le youtubeur préféré des développeurs .NET, j'ai nommé Christophe Momer, bonjour. Hello. Salut. Oula, il est pas drôle, hein. Ah non, je suis pas rigolo, moi. Je sais pas. J'ai un thème pas rigolo en plus, tu l'as dit, donc voilà. Ouais. Microsoft MVP depuis 2022, développeur technologie, freelance et auteur du site de e-learning HTS-Learning et animateur donc de la chaîne YouTube et auteur de plusieurs livres sur C#, Docker, Blazor et j'en passe. Et enfin, le rédacteur en chef, non pas de Libération ou du Monde, mais de Programmer, Technosaure et Pharaon Magazine. J'en ai pas oublié. Je vais nommer François Tonic. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, pour commencer, on va aborder un thème qui est cher aux développeurs normalement. C'est tout ce qui concerne les tests unitaires. Il les teste de façon plus globale. Et pour ça, il y a Gérald qui avait des choses à nous partager sur ce sujet. Ouais, c'était un blog. J'ai écrit un blog post là, qui a été publié quelques jours là maintenant. En fait, bon, j'ai beaucoup de mal à écrire celui-là parce que je ne savais pas sous quel chemin l'aborder, là. Donc, je pense qu'il est en draft depuis au moins un an dans ma liste. Donc, j'ai enfin réussi à publier quelque chose là. Donc, l'idée, j'ai quand même l'occasion de lire beaucoup de code, là, que ce soit dans les compagnies où je travaille, où j'ai travaillé, ou en lisant de l'open source aussi. Et je me rends compte que j'écris pas forcément les tests de la même façon que la majorité des codes que je suis capable de lire, là. Donc, c'est souvent, c'est dans les vraies différences, je vois beaucoup, beaucoup de tests très unitaires, là. Unitaire, bon, définition est pas très claire, là, c'est un peu flou selon à qui on demande, mais des tests qui vont tester vraiment des petits points dans l'application, beaucoup, beaucoup. En fait, à tel point que parfois, dès que tu veux faire le moindre changement, tu as 50 tests à changer, alors qu'en fait, tu n'as pas vraiment besoin, là, mais il se trouve que c'est à peu près l'état de ce qu'on voit. Des tests qui valident même pas que l'application se lance, en gros. Donc, tu sais, genre, tu as oublié d'enregistrer un service dans le DI, tu n'as aucun test qui va catcher ça. Donc, ton application, elle se lance même pas. Beaucoup, beaucoup de mocks dans tous les sens. Ça, donc, souvent, c'est les points principaux, là. Il y en a d'autres, là, mais c'est souvent ça que je voyais. Donc, ça, en gros, l'idée, tu sais, quand on écrit des tests, c'est quand même pour apporter de la valeur aux développeurs, là, à notre flow, parce que c'est pas ce qu'on livre aux clients. Donc, c'est vraiment juste pour nous qu'on le fait, là. Donc, l'idée, c'était de voir, c'est de proposer des stratégies un peu différentes. Quand on lit l'article, c'est un peu l'idée, là, c'est de voir comment je fais pour pas justement utiliser trop de mock ou comment écrire des tests plus comme moi je les fais en général, là. Et donc, par exemple, tu vois, pour les mocks, je vais dire, je vais recommander plutôt d'utiliser, quand c'est possible, hein, mais des containers Docker, tu vois, il y a plein de stratégies pour ça. Par exemple, tous ceux qui utilisent une DB,
quand on voit les interfaces pour accéder au DB, genre SQL Server, Postgres, tout ça, en général, je trouve ça tellement plus simple de juste lancer un conteneur. En plus, il y a des librairies pour ça, genre Test Containers, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de l'utiliser, ou maintenant Caspire, il y a aussi des stratégies pour ça, là. Mais en gros, tu es capable de partir un container. Tu pourrais te dire, bon, c'est un petit peu lent de partir un container à chaque fois, donc tu le pars une fois, tu dis que le réutiliser à chaque fois, puis quand tu as besoin d'isoler tes tests, bah, tu mets une connection string différente, c'est une database différente à l'intérieur, tu peux mettre un GUID, quelque chose comme ça, qui fait que tu es capable d'isoler tes tests, mais qu'un vrai container, donc la vraie DB, où tu testes vraiment les vraies choses dans ton application. Puis ça a pas mal d'avantages en fait d'utiliser cette stratégie-là, parce que tu te rends compte que dans ton code, bah, tes tests sont beaucoup plus courts, parce que tu n'as pas besoin de moquer toute ta database à chaque fois. Ils sont pas tant que ça plus lents à exécuter en vrai. Puis en général, tu vas mettre moins de tests. Quand tu évites les mocks, tu écris moins de tests, mais je pourrais peut-être revenir un peu là-dessus après. Tu évites aussi d'écrire. Souvent, tu vois dans les codes beaucoup d'interfaces. Tu as une interface pour une classe. Et puis une interface internal en général. Ça, c'est souvent un smell. Que tu as un problème quelque part là, que tu n'aurais peut-être pas besoin de faire ça. Mais donc, bah, tu complexifies ton code. Parce que quand tu rajoutes des interfaces, bah, tu vois, ton go-to-definition, il marche juste plus dans ton IDE. Parce que tu vas te retrouver sur l'interface, pas sur l'implémentation. Donc, tu te retrouves à faire des indirections, donc perdre un peu d'expérience développeur aussi. Tu vois, pour des choses qui apportent rien, enfin, apportent peu de choses. Puis surtout, quand tu moques ta database, bah, il y a quand même beaucoup de logique dans ton application qui fait partie de ta database. Genre, tu mets une contrainte d'unicité, bah, c'est ta database qui la gère. Tu vois. Toutes tes requêtes SQL. Et puis, quand on parle de contrainte d'unicité, bah, dès que c'est sur des strings, toutes les logiques de t'as les accents, pas d'accent, des majuscules, pas de majuscules, sont ta config, ça change tout. Et c'est vraiment une partie de ton application, là, ton besoin métier potentiellement. Donc, quand tu te retrouves à moquer une database, en fait, tu enlèves une bonne partie de ta couche business potentiellement, tu vois. Donc, ça peut être un smell aussi à ce niveau-là, à dire, bah, je suis peut-être pas en train de tester mon application correctement et de savoir si elle fonctionne réellement à la fin. En général, ouais, ça, un autre point sur les mocks, c'est que ça ajoute souvent, dans ce que je vois en tout cas, hein, il y a d'autres façons de faire, mais dans ce que je vois, c'est tu as souvent 40 lignes de setup de mock qui est pas très lisible et pas très clair sur l'intention de ce que ça fait là. Bon, je dis 40 pour exagérer un petit peu, mais tu comprends l'idée d'avoir genre setup 40 méthodes. Surtout un setup qui n'est pas forcément réaliste. Par exemple, tu as des problèmes d'ordering. Genre, on va dire si je fais un save, bah, ça va renvoyer true là. Puis si je fais un get, ça renvoie l'objet que je suis censé avoir savé. Si jamais dans le code, tu les appelles dans l'ordre inverse, bah, le get, il a été moqué pour dire je renvoie un objet. Il va le renvoyer même si tu n'as pas appelé save avant. Tu vois, ce genre de problème qu'on peut voir. Donc c'est pour ça, en général, moi, j'écris quasiment aucun mock. Même quand je dois, par exemple, moquer entre guillemets des choses, je trouve tendance à essayer d'un, par exemple, si on prend le cas d'un truc d'un peu basique, get save, edit, tout ça, je pense plutôt à faire une petite classe in memory, tu vois, avec une liste qui va prendre les méthodes. Parce que ça a avantage d'être réutilisable. Tous tes tests, cette logique-là elle est basique, donc tous tes tests qui ont besoin d'utiliser une instance de ce truc-là peuvent utiliser la même instance. Parce que la logique, c'est la même à peu près en tous tes tests en général. Là, Gérald, tu parles de ne pas utiliser un mocking framework. Mais tu utilises Ouais. quand même un mock puisque tu crées ta classe qui va De temps en t'isoler temps, du ouais. mock. Quand tu as besoin, ouais, tu peux faire ça, mais carrément les mocking framework, le moins possible, tu vois. Parce que Ah, souvent, ça d'accord. te met à faire des choses qui sont vraiment. C'est pas réutilisable déjà entre tes tests et pas très Il clair faut sur pas qu'il y ait de l'intention. il faut pas qu'il y ait de la logique, hein. Moi, ça m'est arrivé de refaire des classes, bah, comme tu dis, de moquer la base de données. Et en fait, je recodais la base de données dans mon mock. Et Exactement, ouais. j'ai C'est eu ça des qu'on bugs voit. qui ont planté parce que bah, je m'étais gouré dans le mock, mais personne testait le mock. Donc, Bah, c'est ça. Ouais. Et puis ça dépend aussi si Et tu as la c'était- main aussi. oui. Puis Parce va qu'il y a des moquer trucs que tu es Mongo, obligé de quoi. moquer. T'as des trucs que tu es Pardon? obligé de moquer. T'as des trucs que tu es obligé de moquer. Par exemple, une API externe, t'as pas les mains ou tu as un nombre d'appels limité. Ça, tu es obligé de le moquer, quoi. Mais c'est un Ouais. bon point ce que tu es en train de dire là, parce que typiquement, tu es obligé de moquer, oui et non. Parce que tu vois, certains vont dire, ouais, mais c'est pas reliable, c'est trop lent, etc. Mais en fait, quand tu vas déployer ton application, tu as exactement les mêmes problèmes, tu vois. Ton application déployée, si tu fais un appel à une API et que l'API n'est pas reliable, bah, si tu es capable de. Enfin, si tu vois pas le problème dans tes tests, de toute façon, tu l'auras plus tard. Tu vois. Donc parfois, Alors, c'est Ouais, mais un c'est peu le comme vouloir utiliser test. la vraie API Je- ouais, je voulais. En fait, dans moi, les tests, quoi. c'est surtout quand tu es en phase d'élaboration du code, tu vas faire plein d'itérations et tu risques de surcharger une API. Par exemple, si tu as une clé qui te dit tu as droit à 100 appels par heure, tu Ouais. risques de les cramer super vite parce que tu es en train de faire ton code, quoi. C'est ça. C'est clairement, tu peux avoir certaines limitations comme ça.
tu peux vouloir ça mettre une cache entre les deux ou quelque chose pour éviter de surcharger, hein. Ouais. Moi, sur une appli qu'on avait écrit en Exa, que j'ai récupéré, que après j'ai maintenu, en fait, on devait faire des appels des fois à GitLab, des fois à Azure. Et en fait, on a des tests où quand on fait l'appel à Azure et l'appel à GitLab était derrière un port, des fois, on faisait un test où l'appel à Azure plantait. Et donc, en fait, dans notre classe qui simulait Azure, on savait que le premier appel avait marqué réussi, le deuxième échoué, et on regardait si notre code le prenait bien en charge. Mais voilà, on n'allait pas plus loin dans la logique. C'était trop compliqué derrière. Et par contre, la partie base de données, on l'a moqué aussi, mais Mongo, c'est pas possible à moquer, quoi. Dès qu'on veut faire des trucs avec des recherches, avec des critères compliqués, on se retrouve à recoder le truc. Et c'est ce que tu disais au début, vaut mieux mettre ta base de données dans un container. Je pense que cette réflexion-là, il faut l'avoir au début. C'est le SUT, là, le système under test. C'est qu'est-ce que tu veux tester, et ce que tu veux tester, ça va dépendre aussi de ton intention aussi. Donc, et ce que tu veux tester, c'est pas forcément la classe, c'est peut-être un Non, processus c'est ça. métier. Et donc, le C'est plus la processus feature, métier, en fait. exactement. Et donc ça, tu peux te mettre dedans, comme tu dis, une base de données. Moi, j'ai un projet où je teste des API au-dessus de Cosmos. J'ai un émulateur. Exactement. Et à l'initialisation, j'initialise mes conteneurs comme il faut pour mes tests. Et à la fin, je détruis tout. Et comme tu dis, je fais en sorte que les tests, ils ne se marchent pas dessus. Mais parce que dès le départ, j'ai défini mon système under test, c'est mon application, mon test et ma base de données derrière. Et après, une fois Moi, que tu tu vois, prends conscience là-dessus, de il y a ça, un c'est point plus que simple. un truc que je fais souvent dans les tests, moi, c'est créer, en gros, ce que j'appelle écrire du code pour pouvoir écrire tes tests plus simplement, là, mais tu vois, faire une sorte d'un peu de SDK pour ton application et dire, OK, par ton application, potentiellement, remplace un service, tu as besoin de le moquer d'une façon ou d'une autre, ou c'est par défaut, si tu as une base de données, il va te partir le container pour toi, c'est de payer les bonnes connection strings là où il faut. Et puis donner des méthodes pour aller instrumenter ton application comme il faut pour écrire un test facilement, tu vois. Donc, en général, j'appelle ça un test contexte, une variation de ça, là, mais c'est aussi plugger le logging automatiquement. C'est que tous les logs de ton application soient dirigés vers les logs de ton test framework. Tu vois, tout ce genre de choses que tu n'as pas besoin de réécrire encore et encore à chaque fois, là. Juste, tu l'écris une fois et les gens l'utilisent. Surtout, quand tu sépares ça, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens ont besoin de rajouter des méthodes ou des helpers, ils vont le faire à la bonne classe, ils vont le faire dedans. Et ils ne vont pas le remettre juste dans leur classe de test à eux, et puis qui potentiellement ne va pas être réutilisé après à d'autres endroits. Ça va être une place commune pour tout le monde. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'on voit quand même, tu sais, quand tu regardes, par exemple, je sais que moi, je travaille beaucoup avec Roslyn, donc c'est un exemple que je connais bien. Mais quand tu fais des analyzers ou des source generators pour Roslyn, quand tu veux faire un test, tu ne repars pas de zéro. Tu prends le SDK qui te donne. Et le SDK, c'est juste, en gros, quand tu veux l'utiliser, c'est donne-nous les versions de C#, le target framework, les fichiers sources que tu as envie de tester dans ton analyzer. S'il y a des rewrites, le truc attendu, et tu dis juste teste ça. Je veux pas savoir comment tu le fais, je veux pas savoir comment tu fais tous tes liens derrière pour appeler mon analyzer, ça. Juste fais-le. Et ça permet d'avoir des tests qui sont très expressifs. Tu dis juste, quand tu le testes, tu comprends ce que tu as envie de tester, et tu n'as pas beaucoup de boilerplate dedans. Cette partie-là, je trouve, pas souvent assez exploitée. Alors pourtant, c'est quand même une façon très importante pour réécrire des tests qui sont très lisibles en fait et très expressifs. Après, moi, un projet que j'ai, il est sur Spring Cloud, où tout est déclaré par annotation pour savoir qu'est-ce qui est lié au moment du runtime. Donc, j'ai des annotations en fonction du run, en fonction du test. Et tout est fait à la volée. Donc, c'est vrai que ça permet d'éviter les codes d'injection de dépendance qu'on peut avoir, comme dans ASP.NET, où on déclare les choses. Mais par contre, des fois, sans aide de l'IDE, on n'a aucune idée de ce qui va se combiner au moment du run, quoi. Donc, c'est l'avantage de ne pas écrire de code de lien, tout ça, mais des fois, ça marche pas et on ne sait pas pourquoi. Il y a une factory, elle n'est pas attachée. Pourquoi? Je ne sais pas. Pas trop de magie non plus, en général. Donc, là, pour moi, il y a trop de magie, par exemple. Ouais, et puis moi j'ai un autre exemple d'API qu'on peut pas tester, c'est juste l'envoi de SMS où là de toute façon le fournisseur de SMS que j'ai, à chaque fois qu'on veut tester, de toute façon on peut pas tester, c'est forcément on envoie un SMS et puis donc à chaque fois il faut payer, donc mettre ça dans les tests unitaires c'est pas c'est pas la fête. Il y en a qui l'ont fait, hein, chez Air France, je crois.
Oui, oui, oui. Comment il Ouais, s'appelait, le après, quand gars? oui, tester en production, c'est pas Ah, pareil. Ouais. Il y a tout le monde. C'est une autre façon de tester. Tu ouais, je savais laisses. pas que tu bossais à Air France, Richard. Ouais. Tu voulais Ouais, rajouter je autre chose? Ouais, un petit dernier point rapide, c'est, comment dire? Je parlais des gens qui ajoutent des interfaces. Parfois, il n'y a pas besoin non plus c'est pour pouvoir remplacer les comportements, les moquer, pas forcément besoin de rajouter des interfaces partout là. Par exemple, il y a des choses qui sont déjà built-in, on est capable de les remplacer. C'est tout ce qui est, par exemple, HTTP client ou maintenant il y a un time provider en .NET aussi. Tu vois, ça permet d'enlever des interfaces qui servent à rien et de simplifier le code là, créer des choses un peu plus directes, on va dire. Donc, et puis, bah, ça, essayer de voir si, pareil, quand tu utilises des systèmes externes, je sais que moi, j'avais des projets où j'interagis avec Git, par exemple. Bah, quand tu as envie de pouvoir aider c'est dire, bah, je sais pas, itère tes projets GitHub, par exemple, clone-les, mais tu as envie que le clone soit spécifique, bah, il y a config Git pour dire, bah, au lieu de cloner HTTP quelque chose, bah, clone un repo local, que tu as déjà setupé avant. Bah, tu peux le faire juste avec une config Git, tu n'as pas besoin de modifier ton code pour supporter des choses. Donc, des fois, quand on s'intègre avec d'autres outils, il faut voir qu'est-ce qui paraît comme configuration, etc., pour éviter d'avoir modifié son code juste pour tester. Parce que plus on fait de code spécifique pour les tests, plus on teste une saveur différente de son application, et c'est pas celle qu'on déploie. Donc, il faut se faire un peu attention là. Donc, plus on a du code qui est proche de ce qu'on livre, mieux c'est là. Donc, parfois, juste regarder ce que les autres outils permettent aussi en termes de remplacer des comportements ou juste des configs. Et ça permet d'éviter de modifier son code là. Il y a beaucoup de choses à faire à l'init, hein. Rien que tu parles de HTTP client, la plupart du temps, l'HTTP client est mal initialisé, hein. On ne sert pas bien des policies, il est partagé entre plusieurs API avec des contextes différents, avec des attributs différents. Enfin, c'est toujours mal géré, j'ai l'impression, HTTP client. Ouais, après, ça a évolué dans le temps. Je sais que ils ont eu des recommandations qui ont un peu changé, des choses qui ont été rajoutées après dans le framework qui n'étaient pas au début. C'est une classe qui a pas mal évolué en vrai. Donc, je Ouais, sais pas les ressources qu'on trouve sont peut-être un peu éparpillées là. Ouais, à un moment donné, on avait trois ou quatre façons d'utiliser le HTTP client. Il y avait, Ah oui, il y en a toujours, hein. Il y a le même, il y a les nommés, il y a les typés, enfin, il y a ça. Et Ouais. si tu Pour regardes la Aspire, résilience, tu comment peux il mettre déclare. poly, tu peux mettre le package de résilience maintenant. Ah ouais. Et quand tu regardes Aspire, comment il déclare les API, tu as aussi une façon de déclarer des API nommés avec des noms symboliques à l'initialisation pour ne pas mettre l'adresse. Enfin, il y a un gros travail pour mettre, si on veut être un peu carré sur ces trucs-là, sur les applications, pour changer pour updater la conf. On aura peut-être un épisode sur Aspire un jour ou l'autre. Laurent me l'a promis, mais bon, pour l'instant, il n'a pas envie. Bien. Les vacances. Oui. Bien. C'était bon, Gérald? Ouais, c'est bon. Il y a un peu plus d'infos dans le blog post pour ceux qui veulent aller lire, Voilà. qui ont un peu de temps après les vacances pour lire tout ça. Voilà, qui malheureusement est en anglais, mais bon, on mettra quand même le lien dans les notes de l'épisode. Tu peux utiliser ton browser pour traduire ça automatiquement. Là. Ils ont tous des fonctionnalités de traduction maintenant. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais tu peux essayer. Je suis curieux de voir comment il va traduire mock. Bien, on va passer à un autre sujet qui est un petit peu polémique. Alors, au cas où vous ne le savez pas, cet épisode, donc vous pouvez l'écouter en audio et également en vidéo. Donc, en vidéo, je vais décrire un petit peu ce qu'on va voir. C'est Christophe qui va nous parler un petit peu de Maui. Alors, je ne sais pas si vous suivez .NET Meme sur Twitter. Ils ont leur bête noire qui est Maui. Ils ont publié un certain nombre de posts assez drôles. Alors, je vais décrire rapidement ceux que j'ai à l'écran là. Il y en a un où on voit quelqu'un qui est en train de se mettre des gouttes dans les yeux avec marqué .NET New Maui. Et au lieu de se mettre des gouttes, il se met du Tabasco. Puis ensuite, on voit la mort qui ouvre différentes portes. Alors, il y a d'abord Windows Phone, Nokia, UWP, Mono, Xamarin, Visual Studio for Mac, et puis qui frappe à la porte de Maui. On a également Harry Potter qui voit, je sais plus qui c'est, je crois que c'est
comment il s'appelle, c'est Voldemort sous forme de squelette en disant qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a essayé de migrer de Xamarin Form à .NET MAUI. Puis on voit également un squelette sous l'eau avec MAUI. Et enfin, on a un développeur .NET qui développe en MAUI qui est sous forme de squelette devant son écran, et Homer Simpson qui montre qui montre qu'il est tout beau, tout neuf, alors qu'en regardant par derrière, c'est pas vraiment ça, avec marqué .NET MAUI. Bien, donc tout ça pour dire que Christophe voulait nous parler de .NET MAUI. Ouais, alors en fait, ce que je veux, c'est un petit peu, parce que tu retranscris bien effectivement l'aspect communautaire, parce qu'il y a beaucoup de mèmes, de moqueries et tout ça. Et moi, je voulais prendre sur l'aspect vraiment assez sérieux, parce que j'ai eu un contact avec un prospect qui était intéressé par Maui. Un gros prospect, c'est quand même la SNCF, donc c'est pas n'importe qui. Donc j'ai fait une réunion d'1 heure avec eux. Et en fait, ils se posaient la question, est-ce que c'est une bonne idée de passer en Maui pour les applis qu'on va faire en mobile ou pas? Et en fait, sur mon catalogue de formation, .NET MAUI, c'était le seul gros truc, le seul gros framework que j'avais pas traité, vu que j'avais fait ASP.NET, j'ai fait Blazor et tout ça, et j'avais pas fait MAUI. Et je me suis dit, bon, .NET 8 est sorti, il va être temps de s'y atteler. Et j'y suis allé pas un peu à reculons, mais un peu avec la peur au ventre, en me disant, je vais avoir plein de problèmes, plein de bugs et tout le bordel. Et au final, T'avais déjà un a priori quand même. ouais, j'avais un a priori. Alors, il faut dire aussi que la naissance de Maui a quand même été vachement compliquée, hein, parce qu'il est né au forceps entre .NET 6 et .NET 7. La version Maui.NET 6, c'était une blague. Elle n'était pas finie. Enfin, c'était vraiment du gros bullshit. Ils ont dépêché de sortir les doigts pendant 3-4 mois pour faire la version .NET 7, parce qu'ils ont corrigé la majorité des problèmes pour que ce soit semi-utilisable. Et après, ils ont pris leur temps pour se caler au rythme de sortie .NET avec .NET 8. Donc, quand j'y suis allé, vu la naissance qu'il a eue, j'avais un peu la trouille quand même. Et, euh, et en gros, quand j'ai commencé à prendre l'outil en main et que j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus sérieusement, j'ai été agréablement surpris par l'outil. Parce qu'au final, tout ce qu'on avait dit, comme quoi c'était lourdeau, c'était plein de bugs et tout ça, sur toute la durée de la formation que j'ai faite pour faire une application très classique de gestion de contact, enfin vraiment un truc vraiment. Ah, Ah. c'est les développeurs de .NET MAUI qui lui ont coupé le micro. Bah non, il disait du bien pour une fois. Ouais, On peut dire de ce qu'on veut de Maui, mais alors Teams, par contre, hein, le truc qui se relance en plein quand on a parlé. En plus, je suis là en doublon, quoi. Il y a un clone de moi, quoi. C'est parfait. c'est la partie. Ouais, donc je disais, alors, finalement, en le prenant en main et en l'utilisant de façon tout à fait classique, parce qu'on va être très clair et très transparent, une application faite en Maui, c'est pour faire des applications mobiles bateau, dans le sens, vous attendez pas à faire un truc avec toutes les features natives ultra poussées, dans ce cas-là, partie direct sur du natif. Je pense qu'on a eu un Rex de Se Loger qui avait fait ça, qui était parti sur Xamarin et qui a abandonné pour repartir en natif, parce qu'ils avaient eu des problèmes de perf par rapport à leurs besoins très spécifiques. Donc on va rester bien sûr sur le scope application standard. Et au final, j'ai eu quand même une expérience très positive. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que c'est un peu con que Microsoft s'est tiré une balle dans le pied en le sortant un peu au forceps à la va-vite, parce que c'est un bon produit. Maintenant, de toute façon, il n'y a plus trop le choix. Si on veut faire du mobile sur .NET, c'est forcément Maui, parce que Xamarin est mort et enterré. Ils ont archivé le repo. Il n'y a pas longtemps. On a VS for Mac qui est mort, et apparemment il y a un plugin VS Code que j'avais eu l'occasion de tester viteuf, mais qui n'a pas l'air transcendant. Donc forcément, il pousse les gens dans les bras de Rider là sur le coup. Si quelqu'un veut une expérience professionnelle. Mais après, sur le produit en lui-même, on reprend ce qui était pas trop mal dans la structure ASP.NET sur le système d'injection de dépendance, en gardant le look and feel Xamarin. Je trouve pas le produit dégueulasse. Il tourne plutôt bien. Donc franchement, moi, je suis plutôt positif. Et quand on regarde la release .NET 9, elle a l'air assez prometteuse. Et en plus de ça, je pense que c'est un des produits qui crée le plus d'engouement communautaire. Avec le nombre de PR et de personnes qui participent à Maui, il y a pas mal d'engouement autour. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être pas le chat noir que tout le monde sur lequel on aimerait jeter l'opprobre en disant, ouais, c'est un produit de merde. Je trouve ça, à titre perso, mon expérience est plutôt pas mal. Donc je sais pas si ici, il y en a certains d'entre vous qui ont l'occasion de jouer un peu avec. Non, il y a Olivier Dahan qui lui viendra jeudi seulement pour l'épisode, qui lui travaille beaucoup dessus. Mais ici, je sais pas, Michel, Laurent, vous avez pas, Non, pas du tout. je fais pas de client lourd, mais moi, de ce que je vois, pour graviter à côté de développeurs qui font du client lourd de temps en temps, en fait, ça dépend vraiment, comme tu dis, est-ce que l'application, quelle fonctionnalité du mobile on va réutiliser, quoi.
Donc, il faut d'abord, en fonction de ce que tu veux faire, tu choisis le framework et pas d'abord tu choisis le framework et après tu râles parce que ça ne fait pas exactement ce que tu veux, parce qu'il faut l'adapter après à chaque OS. Ouais, c'est clair. Mais, Après, Maui est bien structuré en strat, et c'est Ouais. le bug que j'ai rencontré dans la formation, c'était ça, c'est que je voulais montrer comment on peut aller taper les API natives pour les faire remonter dans un compo cross-platform. Donc l'idée, c'est qu'on crée un compo cross-platform à Calendar qui utilisait les API natives Android, iOS et Windows, enfin WinUI 3. Et en fait, j'ai eu un bug là-dessus parce que le handler connecté à iOS ne remontait pas les infos. Donc ça a été remonté à leur GitHub, ils l'ont vu, ils l'ont mis dans leur to-do list à fixer. Mais donc on a possibilité de débrayer effectivement, et bien plus facilement que Xamarin, pour l'avoir fait à l'époque, vers des comportements natifs en Maui pour aller taper les API natives. C'est plus simple, plus ergonomique et plus facile. Après, voilà, il y a encore, je pense qu'il y a encore un poil de manque de maturité qui va arriver à mon avis avec la prochaine LTS, .NET 10. Ou est-ce que là, on sera sur un socle sur lequel il n'y aura plus trop de questions. Si tu as un projet classique à faire en .NET, Maui semble approprié. Après, voilà, si forcément tu vas aller taper des trucs très, très spécifiques, très natifs, c'est pas la solution. Et je pense qu'aucun produit cross-platform n'est la solution dans ce cas-là. Non, mais tu vois, tu prends une boîte qui a un client lourd qui veut passer vers le SaaS, le web, et aussi fournir une appli mobile. Soit elle peut passer sur du Blazor parce que ça reste sur du .NET, c'est quelque chose qui peut être très facile à prendre en main quand tu as l'habitude de faire du client lourd. Et sur du mobile, passer sur du Maui. De toute façon, ce ne sera pas forcément des applis super sexy comme on peut avoir, mais qui fera sûrement le boulot et qui sera très suffisamment propre pour faire le job, quoi. Ouais, Et, c'est tout vu, hein. Si tu fais ça, et c'est on n'a pas besoin hein. de réapprendre, on n'a pas besoin de recruter des développeurs Android, des développeurs Mac, en plus des développeurs web. Généralement, c'est des boîtes qui ont une équipe de dev qui est restreinte, qui est pluridisciplinaire. Donc, ça permet d'éviter cette dispersion de la technologie, dispersion de l'équipe et se focaliser sur le business. Ouais, en sachant que si tu prends Blazor, tu pars sur de l'hybride, hein, tu t'emmerdes pas. Là, Et puis d'ailleurs, dans .NET 9, avec Maui.NET 9, ils ont fait un web browser qui est capable de faire comme Blazor, mais avec Angular, React et tout ça. Donc c'est l'idée de faire une espèce d'électron-like en .NET, quoi. Et comme concurrent de Maui, il y a quoi? Il y a Flutter, il y a React quoi d'autre? Native. Après, ouais, il y en a sûrement d'autres. Je les cours pas plus que ça, mais. Ouais. Que le plus gros reste Flutter quand même. Ouais. Actuellement. Ouais. Alors là, c'est vraiment si tu es un mazout de C++, il reste Qt quand même. Ouais, il y a Valonia aussi qui traîne. Ouais. Et Uno Platform aussi, ouais. Uno. Oui, exact, ouais. Après, le panel, il se réduit quand même. Ouais. Ouais. Donc, Et côté code, est-ce que tu utilises le Community Toolkit ou Ouais, clairement. Tu gagnes Ouais. vachement de temps avec les source generators pour le Inotified Property Change, par exemple. Ouais. Tu as pas mal de petits trucs. Et après, en Maui, d'ailleurs, je crois que c'était le cas en Xamarin aussi, tu peux faire du XAML où tu peux tout faire par code. Et le Community Toolkit pour tout faire par code et éviter donc que ton XAML soit compilé et soit interprété au runtime et prenne un peu de temps pour ça. Tu peux aller faire directement de ça par code et tu as pas mal de méthodes assez sympas. Côté Community Toolkit, c'est un indispensable, c'est le premier truc à installer quand tu fais une app, je pense. Ça t'ajoute des features qui sont vraiment pas dégueulasses pour ta productivité. Oui, c'est vrai que moi j'avais c'était une application WPF que j'ai enfin réussi à migrer sur .NET Core et en .NET Core avec le Community Toolkit, c'est vrai que c'est un vrai bonheur, quoi. Alors, on dit .NET Richard maintenant, en fait. Ouais, Il y a un autre outil qui est intéressant, c'est Compose Multiplateforme. C'est pour des apps sur Android, iOS, desktop et web. Oui. C'est Ça, par c'est côté de JetBrains. Kotlin, ça. Ouais, exactement. Mais de JetBrains, ouais, effectivement, c'est une belle solution. Qui s'améliore quand même de plus en plus, mais c'est vraiment très très intéressant à suivre. Ouais. Et Kotlin est un très beau langage en plus. Incroyable. Ça, c'est normal parce que c'est pas un langage de Google, donc ça va. Il y a des chances de survivre là. Bien. Mais utilisé par Google. Oui, sans doute, ouais. C'est très joli jusqu'à que tu dois taper dans le Java qui est en dessous. Mais c'est un langage que j'aime bien. Ouais, bon, écoute, merci Christophe. On a Jérémy Janson qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog bugshunter.net. Et il vient juste en touriste, c'est pour pouvoir Faire coucou. faire coucou et interagir avec nous.
On va donc continuer notre épisode et cette fois-ci, on va passer la main à Laurent Campé qui, lui, voulait nous parler du sous-système Windows pour Linux et non pas de Windows Aspire. .NET Aspire. .NET Aspire, oui. Bon, c'est un système que je regarde depuis pas mal de temps. J'ai joué avec comme ça, avec la version Windows Subsystem for Linux, la version 1 qui est sortie il y a quelques années, la version 2, j'ai même installé les versions sur la 2 pour runner des versions, des UI et des choses comme ça. J'ai essayé Mon idée, c'était de trouver un système où je puisse avoir un environnement de développement où je pourrais configurer l'environnement de développement et le réutiliser et le distribuer dans une équipe. Alors, bon, au boulot, c'est pas possible parce qu'on est sur une application WPF. Et donc là, on doit être sur Windows. Donc Linux, on peut oublier. Même si les layers du bas de l'applicatif sont en .NET Core, etc. Enfin, toute l'application est en .NET 8 maintenant. Et donc, sauf la partie WPF, le reste pourrait être travaillé sur Linux. On a d'ailleurs porté des parties sous Docker pour voir et fait tourner dans Linux. Mais donc, j'ai un peu expérimenté avec ça. J'ai expérimenté avec les dev containers, avec les Docker containers pour développeurs, etc. J'ai été pas mal influencé par quelqu'un qui je discute de temps en temps, que je vois de temps en temps sur Twitter, Philippe Charrière, qui fait pas mal d'environnements comme ça, réutilisables, etc. Et récemment, mon équipe, on m'a demandé à ce que mon équipe rejoigne l'autre équipe, donc le côté obscur de la force de la compagnie qui utilise Java et non pas .NET. Et donc, je me suis retrouvé avec la possibilité justement d'essayer ce genre d'outils et de pousser ce genre de choses un peu plus loin. Et j'étais vraiment très surpris par les performances et les possibilités de fonctionner là-dedans. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec des gens dans l'autre équipe qui utilisent donc Java, avec les outils comme Maven pour la build. Et un des premiers chocs, ça a été de voir que certains développeurs compilaient l'application, enfin, compiler package, donc créer la compilation et les artefacts qu'on peut déployer, ça prenait 12 minutes sur une machine. Moi, si on me donne une machine comme ça et un environnement de développement comme ça, je quitte la boîte immédiatement ou je jette le notebook par la fenêtre. Donc pour moi, bon, j'ai une machine plus puissante, donc j'ai de la chance, mais je voulais quand même expérimenter. Donc ce qu'on avait mis en place aussi, on en a parlé dans des épisodes, d'autres personnes, moi j'en ai parlé, c'est le Dev Drive. Donc ça, nous, dans mon équipe .NET, on a tous un Dev Drive, on a notre solution dessus, on a les NuGet Package dessus, etc. Donc mon premier essai a été de dire, bah tiens, on va essayer de mettre leur source code Java, leur package Java sur ça. Et donc là, je me suis rendu compte, tiens, ben, sur sa build, sur sa machine, il passe de 12 minutes à 6 minutes. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Divisé par 2, le nombre de fois où tu fais ça pendant la semaine, tu multiplies ça par le nombre de personnes dans l'équipe. Ils n'ont pas tous les mêmes machines aussi pourries, mais ça fait quand même un sacré gain de temps. Donc après, je me suis dit, punaise, ça c'est vraiment la bonne opportunité pour tester avec Windows Subsystem pour Linux. Surtout qu'à la fin, les gens on déploie ça en production sur des machines Linux. Donc là, on se retrouve dans le même environnement, entre guillemets, que la production, plutôt qu'un système Windows.
Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait un git. Ça, c'est super important. Donc, j'ai fait un git clone depuis le Windows Subsystem for Linux. Donc, les sources sont vraiment dans le système Linux et n'utilisent pas un mount qui est sur le système Windows, parce que ça, c'est vraiment lent. Et du coup, en faisant ça, je me suis retrouvé avec une build qui tombe à 3 minutes. Honnêtement, je ne m'explique pas pourquoi encore il y a autant de différences. Une des idées, c'est l'antivirus qui ne va pas aller tourner et checker des choses dans Windows Subsystem pour Linux, mais franchement, je ne suis pas encore sûr. Mais en tout cas, c'était vraiment important de voir en fait cette évolution de 12 minutes à 3 minutes, quoi. Sur ma machine qui est plus puissante, je passe de 2 minutes 49 à 1 minute 48, ce qui est aussi déjà super intéressant, quoi. Donc les trucs à retenir, c'est vraiment d'essayer ce genre de choses quand on peut, de ne pas d'accepter le status quo. Je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt quand on est dans une équipe à pouvoir paramétrer un WSL parce qu'on va pouvoir en faire un tar, on va pouvoir l'exporter, le partager. Quand on fait de l'onboarding de nouvelles personnes dans une équipe, pouvoir démarrer rapidement et installer facilement son environnement de développement, c'est quelque chose qui est super important, je trouve. Là, je me rends compte que c'est un peu plus difficile que cela ne l'est dans mon équipe. Donc j'espère qu'on va pouvoir améliorer ça. Et vraiment très très surpris par ce Windows Subsystem for Linux dans cette configuration-là. Une autre chose que je veux dire, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est les. Alors, vous allez rigoler, c'est pas Rider, mais c'est IntelliJ, puisqu'on est en Java. Et comme c'est moi qui avais introduit ça dans la boîte, c'est IntelliJ, c'est pas Eclipse, etc., qui était utilisé dans le passé. Et en fait, c'est vraiment intéressant comme concept, parce que IntelliJ, en fait, ce qu'il va faire, c'est il va décomposer l'IDE en un client et un front-end. Le front-end va tourner sur la partie Windows et le back-end, où tout le process est vraiment fait, va tourner sur la partie WSL. Et donc, en fait, on va pouvoir, encore une fois, packager notre environnement de développement, le JDK ou le SDK pour .NET, Rider ou IntelliJ, le back-end dans le back-end de WSL, de développement, donc partager ce genre d'environnement. Donc c'est une alternative au dev container qui va nous permettre d'aller, les dev containers pourraient nous permettre d'aller sur GitHub Codespace, Gitpod, pardon. J'imagine que GitLab a certainement une offre comme ça aussi. Mais c'est aussi donc une autre alternative à connaître. À savoir aussi que quand on fait un Docker image, on peut l'exporter en tant que image WSL. Donc, si vous avez un environnement Docker, vous êtes capable de l'exporter et de le faire tourner comme une image WSL. Donc, encore une fois. Ouais, Jérémy, tu voulais dire quelque chose? Et après, il y aura Michel qui... Non, alors c'est mieux avec le micro allumé, Jérémy. Tu vois, t'es encore en J'ai fait à vacances. l'envers. Voilà. C'est bon? Ouais, non, en fait, j'ai développé 2 usages, moi, au travers de WSL. Le premier, c'est pratique pour sauver un repository Git. Quand vous avez des gens qui ont fait des erreurs, genre avec des acronymes, vous savez, des majuscules, des minuscules, ça finit dans le pass. Il y a 2-3 modifs qui ont été faites par 2-3 personnes. Et puis dans Git, quand vous regardez sur votre Azure DevOps, vous dites c'est pas possible, j'ai plusieurs répertoires. Et en fait, la seule solution de sortir, c'est d'avoir un WSL sous la main au Linux. Et puis voilà, vous réparez le repository, vous faites du ménage, quoi. Et le deuxième usage, alors bon, ma DSI, il faut pas qu'elle m'écoute. C'est très pratique aussi pour contourner les règles de sa DSI en termes de sécurité. Bon, t'expliqueras pas comment. Si, non, mais c'est très simple. Je veux dire, vous avez des outils qui marchent sous Linux, qui sont obligés de respecter des règles. Je prends un exemple d'un produit qui est très agaçant, c'est Node.js. Node.js, vous allez régulièrement récupérer des scripts qui vont s'exécuter. Nous, on a des stratégies qui nous empêchent d'exécuter des scripts PowerShell non signés. Si vous prenez des versions avancées de Node.js, c'est très souvent le cas. Vous passez sur WSL, vous mettez votre node, et puis c'est parti. D'accord, ouais. C'est aussi simple que ça, hein. Michel? Ouais, je voulais dire que
Ouais, moi, WSL, j'ai commencé à m'en servir pareil quand il fallait des environnements de travail avec des lignes de commande, que ce soit Azure CLI et compagnie, pour être sûr d'avoir quelque chose d'isolé. Et par contre, après, je suis vite passé sur les dev conteneurs parce que ça me permettait d'avoir dans un repo, comme tu disais, soit une image Docker avec un Dockerfile, soit pointer sur un Dockerfile dans un autre endroit. Et en plus, j'avais toutes les extensions dont j'avais besoin. Et comme c'était dans le repo, je pouvais avoir des versions différentes par branche ou par repo même. C'est-à-dire que si je veux faire évoluer, par exemple, comme tu dis, ta version de Java, tu crées une branche, tu changes l'image, tu vérifies ton application et quand tu merges, tu récupères ton update avec ton environnement de travail et tes trucs. Et je suis Ouais, c'est ce que beaucoup, je fais avec WSL aussi. ouais, je suis passé maintenant plutôt sur les dev conteneurs. Et WSL, je m'en sers vraiment quand j'ai besoin d'avoir un outil en ligne de commande, mais j'ai arrêté de m'en servir qu'en développement parce qu'il était partagé. Là, au moins, je suis sûr d'avoir vraiment un environnement qui est unique. Et si je reviens dans un repo 6 mois après, je sais que j'ai les images d'il y a 6 mois. Je ne me tape pas les différences d'API Azure, d'AZT qui ont changé entre les deux à cause des changements, quoi. Bon, ça, tu Plutôt, peux tout à fait le faire avec les deux ouais. technos. C'est juste lié à ta façon de versionner qui paramètrent ton environnement, en fait, quoi. Donc, Ouais. L'intérêt, c'est comme ça. Parce que moi, j'ai des mecs qui ont des Mac dans l'équipe. Donc, ouais, donc donc pour ça, c'est là, on plus est simple. sûr, on a tous on est sûr d'avoir le même environnement, la même version de la CLI. Et des fois, on a des repos pas avec les mêmes versions de CLI, mais au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Et comme tu dis, c'est le packaging, c'est hyper important. On contrôle bien. Mais Et, en fait, Dev et des fois, Container, ils ça peuvent pas faire sera tomber des trucs. Ouais. Dev Container, ça sera vraiment la suite. Si tu veux, ça, c'était plus facile à mettre en place pour l'instant, pour leur montrer déjà que, et les gars, vous pouvez faire mieux que vos 12 minutes, là, et les dev containers, à la fin, ça sera quasiment pareil, quoi. Donc, Ouais, tu verras, puis ça te permettra d'aller vite. Et en même temps, tu peux faire en sorte que l'image de ton dev container, c'est l'image que tu utilises pour builder ton appli sur ta CI. Comme ça, tu es sûr que tu n'as pas de différence. Mais, exactement. Juste une Ouais. question, WSL, c'est disponible sur toutes les versions de Windows 11 ou pas? Oui, ouais, même de Windows 10, mémoire, hein. oui. Windows 10 aussi, ouais, exact. Ouais, Et Il faut juste que tu actives les parties dev. ouais. En fait, tu as les DevTools depuis le panneau de config. Ouais, Et après, tu l'installes et normalement, ça fonctionne comme ça. Ouais. tu as quand même plus Ouais. d'options sur la nouvelle version de Windows 11. Il faut quand même le Ah oui, rappeler oui, aux bien sûr, utilisateurs. bien sûr. Les gens Et qui après, ont vraiment du Linux, il y a d'autres choses. si tu utilises Docker for Windows ou Rancher, après, il faut cocher bien que tu utilises WSL pour faire tourner les conteneurs, pour que c'est un peu plus performant. Ouais. Euh, Et sur tu peux faire ça aussi parce que Docker for Desktop, il va t'installer en fait des containers par défaut, pardon, des WSL ouais. des installations WSL par défaut. Et par exemple, moi j'ai utilisé Ubuntu 22.04, qui est une autre distribution que ce qu'il crée. Mais par contre, dans Docker Desktop, tu peux aller et lui dire non, utilise exactement ce Ubuntu 22.04. Il va installer le CLI de Docker et comme ça, dans WSL, tu peux aussi renaître tes containers, etc., quoi. Ce que tu fais dans Dev Container, en fait. Par contre, il faut bien dire à WSL la quantité de RAM qu'il peut utiliser aussi, sinon c'est assez gourmand. Ok, bon, écoutez, merci Laurent. Jérémy, si tu avais quand même un sujet, toi. Oh, un sujet, est-ce que c'est vraiment un sujet? Ah. C'était prévu pour une autre session, mais allez, on te le fait en 5 minutes. Ouais, non, c'est un peu dans mes habitudes, hein. On va dire mini coup de gueule. On est tous dans la hype de l'IA. C'est vrai que c'est sympa, l'IA, c'est super cool. Enfin, on suit tous, hein. Donc, moi, grand défenseur de l'IA, faut pas s'inquiéter. Je suis un petit peu agacé quand même. J'entends beaucoup de personnes nous en parler et j'entends toujours les mêmes choses. Et s'il vous plaît, amis développeurs francophones, il n'y a pas qu'une seule IA, il n'y a pas qu'un modèle d'IA. Ça fait des années qu'on fait de l'IA, qu'on a des solutions d'IA qui existent. Il n'y a pas non plus qu'une seule manière de faire un modèle. Il n'y a pas qu'une seule manière non plus de faire de l'apprentissage du modèle. Et surtout, n'imaginez pas que demain, vous allez pondre un module d'IA qui fera papa, maman et toute la famille, qui fera tout. Parce que ça, on me le vend, mais toutes les semaines. J'en peux plus. J'en peux plus. Euh, pour vous en convaincre, hein, c'est pour ça que je le fais vite, plus vite que j'ai prévu, c'est aller sur
sur Microsoft Learn, vous regardez, il y a une page de documentation sur Azure Cognitive Services. Microsoft a très, très bien fait le travail sur cette page. Ils ont fait un graphe pour expliquer, pourquoi et comment, chez eux, il y a plusieurs solutions pour l'IA, pour la reconnaissance d'images, pour, la partie speech, c'est des choses qui existent depuis, plus de 10 ans, je suis Ouais. tenté de dire, j'ai pas revérifié, mais moi, ça fait longtemps, qu'on travaille dessus. Je me rappelle avoir fait une présentation, justement, il y a un peu plus de 10 ans, pour parler d'accessibilité avec les Cognitive Services. On parlait de ce qu'on pouvait faire et à l'époque, on n'était pas sur l'IA générative dont tout le monde nous parle tout le temps. L'IA générative, c'est une IA qui est très sympa pour remplir des textes à trous. En gros, vous la passez à votre gamin qui doit remplir son examen d'anglais ou je sais pas quoi, il y aura une IA qui sera en mesure de remplir les trous avec un certain niveau de succès, c'est sympa. Par contre, ça fait pas tout. Et surtout, elle est pas, imaginée parce que ça, je l'entends aussi beaucoup, qui a pas besoin de fournir, de données. Je sais pas, vous travaillez dans un métier, moi je travaille dans le domaine des finances, pour le secteur public, c'est quand même particulier. Je sais que je vais pas poser des questions si le système, on lui a pas fourni de la donnée liée à ce métier. Mhm. Aujourd'hui, quand j'écoute les gens: «Non mais c'est simple, c'est pas compliqué, tu prends ton IA, c'est fini, elle fait tout». Bon, moi tant qu'elle fait pas le café, je compte pas dessus, hein, l'IA qui fait tout, j'y crois pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais un petit peu alarmer un petit peu les développeurs sur le sujet parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est parti très vite, très loin. Il y a beaucoup de personnes qui font l'IA générative alors qu'on peut faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, je donne l'exemple des cognitive services parce que là, il y a différents modèles d'IA. C'est plus facile pour avoir, hem, la chose qu'on veut pas nous présenter quand on parle d'IA, c'est avoir des cas concrets. Microsoft a pondu des tableaux, hein, sur des différents scénarios, sur comment choisir tel ou tel modèle, tel ou tel service, pourquoi, comment. Je vous encourage à aller voir sur Microsoft Learn, comment choisir en fait un modèle. Vous verrez, vous vous rendrez compte que c'est quand même différent de ce qu'on apprend en 20 heures. Ça, c'est Elle intéressant fait pas le ce que tu dis, café, ouais. mais elle allume les lumières, donc elle doit bien Bah, faire le café sans Ouais, problème. tant Pas qu'elle tout allume le les temps. bonnes lumières, moi ça me va. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que j'entendais à la conférence AI, de la Fondation Linux, à Paris, il y a quelques semaines. Dans une des keynotes, en fait, il y avait un éditeur américain qui disait qu'eux, maintenant, ils utilisent que des modèles larges, à très, très petits et très verticaux, selon les usages qu'ils veulent en faire. Et qu'ils ont arrêté les approches, comme tu dis, extrêmement larges, parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose quand c'est des usages extrêmement métiers. Et donc là, maintenant, ils spécialisent vraiment selon le secteur, et l'usage qu'ils veulent en faire. C'est un peu les idées des agents aussi, d'utiliser Mmh. des modèles qui sont plus petits et qui vont être plus efficaces parce Ah qu'ils bah, c'est ça, atterrissent sans creux, c'est quoi. ça. Ah, de toute façon, il y a aucun mystère, hein, là, l'IA, c'est du DPD, enfin, c'est du deep, mais c'est du machine learning, derrière. Il te faut des modèles et donc des données in fine. Sans données dédiées, ton IA, il sert pas à grand chose à la base et ça, il faut le rappeler, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les modèles qui acceptent des tokens assez, enfin, un nombre de tokens assez important sont intéressants par rapport à ceux qui ont Mmh, une limitation au niveau des tokens, ouais. quoi. Oui, puis en fait, il faut aussi se rappeler qu'il y a beaucoup de manières de faire de l'IA. Enfin, là, on est vraiment sur l'IA générative parce que c'est la mode. On avait de l'IA pour faire du curatif à une époque, c'était quand même super sympa aussi. On a l'exemple effectivement comme disait Christophe l'a mis dans le chat, MLNet. Ouais, on sait déjà des trucs super sympas avec MLNet. Enfin, c'est des petits systèmes, on n'est pas sur l'IA générative, on est sur des solutions précédentes, qui commencent à enfin déjà à l'époque, je faisais un petit peu le café quand même. Oui. Oui, ça Ouais, répondait à des besoins bah bien ouais. précis Mmh. aussi, hein, ça Ouais. Moi, j'ai c'est utilisé bien des réseaux, technique, hein. j'ai utilisé des réseaux de neurones en 99. On a développé ça Mmh. pour extraire des points importants dans les empreintes digitales. Et réseau de neurones, il détectait les points dans des images de 8 par 8 avec 256 niveaux de gris. Bah, tu redonnes de l'eau à mon moulin. Moi, si tu veux, quand j'ai fait mes études, j'étais dans le traitement de signal. On faisait du traitement prédictif et on arrivait déjà à avoir une courbe, hein, à prédire un signal et c'était au millénaire dernier, comme tu dis, hein, les années Et on s'en servait pour lire 90-90. les plaques d'immatriculation à l'époque et ça marchait très bien, hein.
Ah, on a déjà fait ça aussi pour les formes, ouais, enfin, on avait plein de Mmh. choses, sans partir sur les formes d'IA d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Mmh. Ok, bien. Ben, merci pour ce point qui est assez important quand même. On va finir avec François qui lui voulait, alors c'est un petit peu du fun, nous parler des petits problèmes qu'a eu une boîte qui s'appelle Sonos pendant cet été. Ouais, alors ça rejoint un petit peu, je sais plus qui avait parlé des tests au début. C'est Gérald. Voilà, Gérald. en fait, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Donc en fait, alors bien involontairement, Sonos nous a fourni une masterclass, vraiment, assez incroyable sur comment, se planter, et payer une facture à la fin de 30 millions. Donc ça, c'est toujours amusant. Donc en faisant très, très court, donc en mai dernier, ils nous sortent une superbe nouvelle application. Voilà, ils sont rentrés en bourse, ils sont contents, ils ont fait, une belle année, ils ont plein d'argent et ils veulent sortir plein de nouveaux produits parce que, voilà, parce qu'ils disent que c'est plus amusant. Sauf que patatras, quelques jours après, bah, la sortie de l'application, bah, en fait, ils se sont aperçus que, elle était moins sympa, moins bonne et moins stable que l'ancienne. Et donc dans les communautés, bah, évidemment, ça a commencé à buzzer, à critiquer et la sauce est remontée, remontée, remontée. Au bout de quelques semaines quand même, les équipes disent: «Oh là, attendez, c'est pas grave, on garde la version actuelle, mais on vous propose une roadmap de mise à jour jusqu'à septembre prochain». En disant: «Oui, bon, voilà, on s'est un petit peu planté, oui, elle est un petit peu buggée, oui, elle plante un petit peu tout le temps, mais rassurez-vous, on va retrouver toutes ou quasiment, la plupart des fonctionnalités que vous aimiez dans l'ancienne, mais qu'on n'a pas eu la bonne idée de réimplanter dans la nouvelle». Voilà. Et donc Votre enceinte à 2000 euros pour l'instant, vous la mettez dans un coin et bah, voilà, en fait, bon, voilà, il y a plein de problèmes voilà, de synchro, des bugs, des problèmes de latence. Et donc, en milieu de l'été, quand même, le grand patron, a décidé de réagir en disant, «Oui, bon, effectivement, on s'est un petit peu planté. Oui, j'ai mis trop de pression», en disant aux équipes: «Bah, il faut absolument qu'on sorte cette nouvelle appli parce que sans ça, on ne peut pas utiliser les nouveaux produits qu'on va sortir dans quelques semaines». Donc le patron dit aux équipes: «Bon, bah, écoutez, bon, on arrête, les développements des nouveaux produits et on essaye de restabiliser, en fait, bah, l'application». De réinjecter toutes les bonnes fonctionnalités qu'on n'avait pas, mis dedans et donc, beh, il a avoué que, bah, ça allait pénaliser, les ventes 2024, que les nouveaux produits attendus, ne seront pas, là pour les fêtes, de Noël, donc ça attendra sans doute le premier trimestre 2025 et il oui, estime en fait que le coût de ce gros problème quand même, il estime entre 20 et 30 millions quand même. c'est Voilà. des applications qui étaient faites avec Maui, non? Non, non et au passage, alors ça c'est la carotte quand même, c'est qu'ils annoncent dans le même temps, un 7 de licenciement des effectifs. D'accord, Voilà. on sait où ils vont chercher. Bon, ils n'ont pas dit exactement où, mais voilà donc mais promis juré craché, tout le monde, est prêt à se donner à fond pour refaire une belle, application ancienne toute neuve. Jérémy? Ouais, alors François, il y a une partie que tu oublies qui a mis on va dire l'huile sur le feu, enfin il y en a 2. Mmh. Je suis utilisateur Sonos, hein. Alors je vais donner l'expérience, avant mai, c'est vrai que c'était extraordinaire. Ah, Hem, mais moi voilà. aussi, hein, j'ai des Sonos, hein. Voilà, Je te rassure. le seul problème qui a agacé beaucoup de monde, je trouve, hein, c'est qu'effectivement, comme tu dis, ils ont mis quelques semaines à réagir et en Mmh. fait, la première réaction qui a eu lieu n'a pas été de faire une communication, mais de publier une nouvelle version de l'application où la première chose qu'on avait à faire, c'est d'accepter, de nouvelles règles, Mmh. nous indiquant qu'on ne pourrait pas faire de recours, Mmh. collectif ni de recours juridique quelconque s'il y avait un problème avec l'application. En fait, c'est le premier vrai faux pas. C'est celui qui a Mmh. énervé les gens. Moi, j'avais pas de problème avec l'application, donc là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là?» Mmh. Hem, Après le deuxième faux pas qui a agacé effectivement, c'est cet été, je crois il y a 2 semaines. C'est quand effectivement le big boss a dit: «On réfléchit au fait de faire un rollback, Ouais. de l'application pour remettre la précédente» et en fait, 1 semaine après:
Pardon, j'ai discuté avec les équipes de prod et c'est Oui, pas mais non, en possible. fait. Ouais. Voilà. Ça a un peu énervé tout le monde parce que les produits marchaient super bien, hein. Le souci, c'est Ouais, qu'en ouais, termes ouais. d'utilisateurs, on n'a pas tous eu la même chose. Je sais Mm, que moi, par exemple, j'ai essayé de décortiquer pour comprendre, hein, parce que pourquoi les gens se plaignaient. Donc j'ai lu. mm, Il faut savoir que les utilisateurs avant, François, je sais pas depuis combien de temps tu as du Sonos, hein, moi ça fait qu'un an, mais avant d'acheter du Sonos, j'ai eu peur parce que les gens se plaignaient déjà il y a plus de 2 ans de l'application, ouais. qui était pas terrible, hein. La nouvelle finalement, elle est un peu plus sympa. Mais les gens se plaignaient déjà. Donc là, on est dans un truc en tant que développeur. Moi, j'ai vu plusieurs points qui effectivement ont vraiment mis le bras. C'est qu'on s'est retrouvé déjà avec une application, parce que les gens n'en parlent pas, hein, mais maintenant, Sonos, il y a un site web qui s'appelle, je crois, play.sonos.com, Mm, sur lequel vous pouvez piloter à distance votre système. Alors, ouais. c'est pas du tout dans la philosophie des utilisateurs Sonos, hein. Mm, Sonos, on vous vend un truc qui est local, qui est ancré sur votre réseau, chez vous, et no cloud, quoi. Et là, d'un coup Mhm. d'un seul, on vous dit: «Les enfants, en fait, vous êtes sur internet, vous n'étiez pas au courant». Ça fait peur. Et puis, ces Sonos, ils gèrent pas d'identité. mm. Donc ils ont un système avec login, mot de passe, pas d'authentification tiers, pas de MFA. Comment dire? Bah, ça fait peur aussi, hein. Il y a des gens qui ont hurlé, en fait, qui ont dit: «Mais comment je désactive?» Parce que ça, en fait, c'est un service que vous ne pouvez pas désactiver. C'est sympa aussi. Ouais. En fait, que des trucs qu'il fallait pas faire. Alors la seule chose que les gens, n'ont pas dit, et ça je trouve ça dommage, c'est qu'il y a une fonctionnalité. Alors Sonos, faut savoir quand même, pour comprendre un petit peu aussi ce qu'ils font, c'est qu'ils font du multi-room, mais ils le font à une échelle, enfin il y a personne qui le fait comme eux, hein. Donc un système Sonos, c'est vraiment pour avoir des enceintes partout dans la maison, les piloter à l'application, à la voix, partager le contrôle de tout ça, faire du AirPlay, faire un peu ce que vous voulez. C'est incroyable. Et surtout, une chose qui faisait que c'était encore plus incroyable, c'est qu'il y avait une fonctionnalité qui s'appelait c'est le TruePlay, je crois. Je sais plus comment s'appelle la fonctionnalité, qui permet en fait de faire du tuning de son environnement. Vous vous trimballez avec votre téléphone et vous pouvez faire en fait du paramétrage de votre système Sonos pour qu'il s'adapte dans votre pièce. Et vous pouvez grouper les systèmes dans une pièce, enfin, c'est assez incroyable. Et jusqu'ici, c'était réservé aux iPhones. Vous aviez pas un iPhone, vous ne pouviez pas faire le calibrage de votre système, en fait, dans les différentes pièces. Donc là, ça a été ouvert à certains Android, pas tous, et les gens, bah, ils sont pleins, et il y a que très peu d'utilisateurs qui ont quand même osé dire que, bah, ils avaient le système qui fonctionnait chez eux, que ça marchait bien. Bon, voilà, c'est fait partie un petit peu du mélange de cette expérience qui a été mitigée, enfin, je trouve très mitigée. Sachant que moi, c'est ce que je dis, moi, j'ai eu que 3 problèmes. La 1re, c'est que Sonos, en fait, quand ils ont fait leur application, ils ont voulu trop faire d'un coup. Par exemple, dans un certain nombre de pays, il y avait des systèmes d'extension. Par exemple, nous, en France, vous avez, un groupe de radios qu'on appelle, les Indés Radios, je ne sais pas si vous connaissez, Ouais. qui regroupe beaucoup de radios francophones. Donc il fallait installer l'extension dans le système Sonos pour profiter des Indés Radios. En fait, du jour au lendemain, quand ils ont mis à jour leur application, et bah, par exemple, toutes ces radios-là, elles sont arrivées nativement dans le système Sonos. Alors moi, quand je lançais la commande, ça marchait plus. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était parce que j'avais l'extension et que mon système identifiait 2 fois la radio. Non, mais que des trucs comme ça, en fait. Les gars, ils ont fait trop de choses en même temps. Ça donnait un couac monumental. Bon, bah écoutez, sur ces c'est ça donne envie d'acheter du Sonos. Non, mais vous Bon, pouvez, alors, c'est du bon matos, hein, pourtant, c'est Oui, hein. super matos. Ouais, ouais, ce qui est attention, hein. rigolo, ouais, ce qui est dommage, c'est que c'est du bon matériel, Ah ouais, 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 tout à mais fait, tout à c'est fait. juste le soft qui. Bah, le soft, si tu veux, le soft, c'est pas compliqué. Quand tu as un problème, tu le désinstalles. Alors moi, j'ai trouvé ça, et quand tu le réinstalles, ça marche. C'est extraordinaire. Ouais, C'est ouais, Madame Michu, elle doit pas être contente, hein. Bien, bon, bah écoute, merci pour cette introduction à Sonos. Vous aviez quelque chose à rajouter ou c'est tout pour aujourd'hui? Non, rien? Bien. Eh ben, écoutez, merci et puis, bah, je vous rappelle que vous nous retrouvez, aussi bien en podcast, sur toutes les plateformes de diffusion, et également maintenant depuis quelques épisodes, sur YouTube, sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme on dit, et à cliquer sur la petite cloche, comme je l'aurais dit au moins une fois celle-là. Je sais le faire, ça. Le Tu pouce sais, vers le haut, n'hésite ah pas à Il ouais. faut que tu t'abonner. fasses il faut que tu fasses les gestes aussi. Oui, Ouais, voilà, la petite Mais cloche je vers le pense bas. que tu as besoin Ah d'un oui, cours bah de oui. Christophe. Là, c'est la Ouais. bulle là-haut, là, le truc, c'est. Ah, je te formerai. OK, bah, merci et à la prochaine. Ciao tout le monde.
Merci, Ciao. bonne soirée. Ciao. Ciao.